Salut à tous et bienvenue dans les petites infos révoltantes d'octobre 2020. Alors oui, cette vidéo arrive un peu tardivement. D'abord parce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps avec deux collègues sur un projet de coque de téléphone en bois, je vous en dirai plus en fin de vidéo, et aussi parce que je me suis tapé 3-4 semaines de Covid et que je me traîne encore cette merde dans les poumons. Mais ça va mieux maintenant, alors les choses devraient rentrer dans l'ordre. 6 octobre. L'affaire du rachat de Suez par Veolia vient de péter à la gueule de la Macronie. Durant tout le mois de septembre, le patron de Veolia, Antoine Frérot, avait discuté avec le patron d'Engie pour acheter 30% de Suez, détenu par Engie, dont l'État est lui-même actionnaire majoritaire. C'est pour ça que les discussions étaient chapeautées par Bruno Le Maire. Dans la presse, vous pourrez lire les flonflons habituels pour justifier cette OPA. On va créer un champion national de la gestion de l'eau et des déchets en fusionnant les numéros 1 et 2 du marché. 3 choses majeures posent problème dans cette affaire. D'abord, les parts de Suez sont vendues sans appel d'offres et en écartant une offre spontanée du fonds d'investissement français Ardian, qui semble-t-il était bien meilleure puisqu'elle était soutenue par tous les syndicats. Aussi, aucune garantie n'est exigée de Veolia, notamment en ce qui concerne le maintien des emplois chez Suez. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. En fait, tout se passe comme s'il avait été décidé de vendre Suez spécifiquement à Veolia, sans conditions particulières, ni mise en concurrence des offreurs. Or, il se trouve qu'Antoine Frérot, le PDG de Veolia, est un soutien connu d'Emmanuel Macron. Deuxièmement, ce soupçon de collusion est renforcé par l'étrange manège du gouvernement qui était officiellement contre cette OPA, mais n'a rien fait pour s'y opposer concrètement. Et pire encore, selon Mediapart, Alexis Kohler, le conseiller de Macron qui est quasiment le vice-président de la France, s'est démerdé pour que les deux administrateurs de Engie issus de la CFDT quittent la salle au moment du vote sur la vente de Suez. De telle sorte que le camp du contre, qui était majoritaire, s'est retrouvé en minorité. Grâce à cette petite manœuvre, l'OPA a donc été autorisée par le conseil d'administration de Engie et l'État pourra se laver les mains du désastre qui s'annonce, puisqu'il a voté contre. Car troisièmement, c'est bien un désastre qui se profile. Tout le blabla sur la création d'un leader mondial, c'est de la foutaise, surtout dans ce cas-là. Parce qu'il y a des règles sur la concurrence en France et en Europe qui interdisent la création d'un tel groupe parce qu'il serait en situation de monopole. Il est donc prévu que Suez soit démantelé et revendu par appartement au meilleur offreur. Le fonds d'investissement chinois Meridian, dont le patron est un autre soutien actif d'Emmanuel Macron, héritera de la distribution de l'eau, soit 20% du marché français. On comprend mieux pourquoi aucune garantie n'avait été exigée de Veolia pour le maintien des emplois chez Suez. Bref, tout ça pue le renvoi d'ascenseur à plein nez. Macron a décidé d'apporter Suez sur un plateau à ses copains pour qu'ils fassent leur beurre avec. Au passage, Veolia supprime un concurrent, des banquiers et des avocats d'affaires toucheront de juteuses commissions pour le démantèlement, Antoine Frérot pourra se verser des bonus, et des spéculateurs feront joujou avec les morceaux de Suez. Vous savez comment ça se passe, hein ? On achète une activité, on vire les gens, on rationalise les coûts, on produit de jolis tableurs Excel, et puis on revend le tout quelques années plus tard pour le double ou le triple du prix d'achat à quelqu'un qui fera exactement la même chose. C'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Avec Suez et Veolia, est-ce que vous vous dites c'est bien, on va créer un grand champion français ou pas ? Vous parlez du démantèlement de Suez. Mais on en a 2 de champions, donc on en supprime un. On en a 2 qui ont 5% du marché mondial, l'un et l'autre. Donc on en supprime un. Mais 1 plus 1, ça fait pas 2. Non mais ça fait fera certainement 1. Ça fait 1 qui peut valoir 2. La question, c'est qu'il y a 90 000 emplois chez Suez. On va couper ça en rondelles. Donc il y aura de la casse sociale au bout ? Pour moi, c'est inévitable ? Pour moi, c'est une grave faute. Et l'État est responsable, puisqu'ils ont laissé faire, ils ont même encouragé. Bon. Alors, l'État est actionnaire minoritaire. Hein. De quoi ? De Engie. Il n'est pas minoritaire, c'est le premier actionnaire. Oui, mais à 22%. Et alors ? Et bah, du coup, il n'a pas 50%. Il n'est pas décisionnaire à lui tout seul. C'est lui qui a nommé Clamadieu pour faire ça. C'est lui qui a nommé Clamadieu pour faire ça. Voilà. Et surtout, quand l'Élysée appelle des administrateurs pour qu'ils votent en faisant semblant que l'État va voter contre. Ça, l'histoire ne le dit pas. L'histoire, elle le dit. C'est dans tous les journaux. Donc, moi, ce que je sais, c'est un journal comme le vôtre. Il vaut bien le vôtre. Oui, non. Mais bon. Et au moins, ils font des enquêtes. L'Élysée n'a pas. Donc, moi, je pourrais dire quand même que pour moi, c'est une affaire extrêmement grave. C'est un démantèlement d'une entreprise saine. Veolia n'a pas besoin de ça pour se développer. Et surtout, on est plus fort quand on a 2 champions mondiaux que quand on n'a qu'un.
Donc vous allez voir les dégâts maintenant sur les territoires. Et puis par ailleurs, on n'a pas besoin de monopole. Ça pourrait faire monter le prix de l'eau chez les... On a surtout besoin d'investisseurs qui refont tous les tuyaux de sous-sol qui ont presque un siècle. Donc il va falloir les refaire. Et donc on a besoin d'avoir un peu de concurrence et des capacités d'investissement de part et d'autre. Ce ne sera plus le cas. Et donc la responsabilité de l'État, c'était de dire quelles sont les offres. On prend le temps de les examiner, on voit quelle est la meilleure pour l'intérêt national, et là je crois que c'est pas l'intérêt national, quelle est la meilleure pour l'intérêt d'Engie, et là je crois que c'est pas l'intérêt d'Engie, et quel est le meilleur pour l'intérêt de l'emploi en France et des territoires, et là c'est pas la meilleure solution. Donc, pour moi, c'est une vente à caractère dolosive, c'est-à-dire qu'elle a été forcée, sous contrainte, c'est une vente qui sera annulée. Je vous le dis, juridiquement, Jacques, je ne sais combien d'avocats commencent à travailler, et ils ont raison de le faire, c'est une vente dolosive, truquée, et qui devra être annulée. Donc cette affaire ne fait que commencer. Pourquoi a-t-elle été aussi forcée et contrainte ? Parce que nous sommes dans un scénario à la russe. Le pouvoir a décidé de prendre une proie et de l'offrir sur un plateau à un de ses amis, M. Frérot, le patron de Veolia, qui a financé la campagne de M. Macron, qui était dans les meetings de M. Macron. Lui, il a essayé de se cacher, mais tout le monde l'a reconnu, on a les preuves. Donc, ils sont allés faire des campagnes pour se partager les dépouilles de la France. Cette situation est inadmissible. Donc, pour moi, c'est une collusion au sommet de l'État, et nous sommes dans un scénario, de distribution de privilèges à une petite oligarchie. Bon, je vous rassure, pour le moment l'OPA n'est pas finalisée, en plus la vente des parts d'Engie pourrait être annulée. Et si j'ai bien compris, Suez s'est débrouillé pour organiser en interne quelque chose trappe afin de compliquer la vente. Donc avec un peu de chance, ça se fera pas. D'ailleurs, la vente vient d'être temporairement suspendue par la justice. Mais il s'agit d'une trahison supplémentaire de Macron qui liquide le pays au profit de ses copains. 11 octobre. En parlant de liquider le pays, justement, Barbara Pompili a trouvé l'argument massu pour justifier l'arrêt de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035. Le nucléaire coûte très cher et produit des déchets qui vont être encore présents quand nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants seront là. Des travaux pour 5 ans. Nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux aussi. Pour d'éventuelles catastrophes. Non, c'est même pas que d'éventuelles catastrophes. Jusqu'à présent, on leur laisse une poubelle qu'ils devront gérer pendant des milliers et des dizaines de milliers d'années. C'est une responsabilité. Moi, je voudrais bien que quand des civilisations futures voient notre civilisation, ils voient les Égyptiens avec les belles pyramides et nous, ils verront des déchets nucléaires. À un moment, on ne peut pas... C'est une caricature. Non, c'est pas une caricature. Mais on ne peut pas... Les Égyptiens voudraient bien voir les centrales nucléaires qui fonctionnent. On est déjà en train de donner à nos enfants toutes les conséquences des bêtises qu'on a faites avant. On doit être responsable vis-à-vis de l'avenir. C'est officiel, ces gens sont là pour gérer le démantèlement de la France. La politique énergétique du pays n'a plus pour but de fournir une électricité stable, pas chère, décarbonée, non polluante. Non. Il s'agit de laisser de belles ruines. Ah, faut dire qu'elles sont belles les ruines des énergies renouvelables. Voyez ces parcs éoliens ou photovoltaïques non démantelés ou bien enfouis dans des grandes décharges parce qu'on ne sait pas les recycler. Oh, enfouir de belles pales d'éoliennes comme ça, quel dommage, quelle occasion manquée d'épater les générations futures, alors qu'on aurait pu construire des pyramides avec. Petit quiz. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça, Barbara ? Eh bien ça, c'est ce qui se passe quand on ferme une centrale nucléaire en France. On ouvre des centrales à charbon, et pas une, mais 4. Risque-t-on une pénurie d'électricité cet hiver ? La France a arrêté en juin dernier la centrale nucléaire de Fessenheim. Et paradoxe, ce sont des centrales à charbon qui ont repris du service pour assurer la production, une aberration écologique. Un panache de fumée grisâtre, visible à des dizaines de kilomètres. C'est le signe que la centrale à charbon de Saint-Avold fonctionne à plein régime. La chaudière peut brûler jusqu'à 5000 tonnes de minerai noir chaque jour. C'est pour aujourd'hui, ça ? Oui. La centrale vient d'être activée à la demande de RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité en France. Et depuis septembre, elle a fonctionné une vingtaine de jours, un record. 2 explications pour EDF. 22 réacteurs nucléaires sont en maintenance sur 56. Mais aussi un manque de vent sur l'Europe, qui a provoqué l'arrêt des éoliennes. Seule parade, réactiver toutes les centrales à charbon. Quand on a besoin d'elles et qu'on préfère les faire fonctionner plutôt que d'importer du courant électrique venant des pays voisins.
Pour ce syndicaliste, il y a une troisième raison qu'EDF ne donne pas. La fermeture le 30 juin dernier de la centrale nucléaire de Fessenheim, située à 100 km. Elle produisait 1800 MW d'électricité qu'il a fallu trouver ailleurs sur le réseau. Les chiffres ne sont pas contestables. Au moment où Fessenheim n'est plus là, Émile-Huchet est appelé. Donc ça veut dire qu'il y a bien une relation de cause et effet entre les deux. Si on regarde les mêmes périodes et dans d'autres contextes par le passé, lorsque Fessenheim tournait, Émile-Huchet ne tournait quasiment jamais. Et faire fonctionner des centrales charbon a des conséquences sanitaires. 1 mégawattheure produit rejette 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi du soufre, de l'azote et des particules. D'un point de vue sanitaire, à proximité des centrales au charbon, évidemment, il y a des questions à se poser, mais au-delà aussi, parce que c'est une pollution qui peut voyager très très loin. Et il n'y a pas que la centrale de Saint-Avold qui est mise à contribution, celle du Havre, de Cordemais, de Gardanne aussi. Pourtant, leur fermeture est programmée en 2022 sur décision présidentielle. Paradoxe, elles ont fonctionné 20 jours en septembre. C'est 10 fois plus que l'année dernière, et cela se confirme en octobre. Toute personne normalement constituée aura compris que la grande question dans le choix du mode de production d'électricité, c'est de savoir si on produit des déchets nucléaires ou bien du CO2, et puis avec toutes sortes de gaz et de particules polluantes ou dangereuses pour la santé. Mais c'était sans compter Barbara Pompili et les écolos débilos du même acabit qui pensent pouvoir disrupter la réalité en publiant des décrets. Ils sont mignons ces bureaucrates. Ils s'imaginent qu'on peut fermer le nucléaire et le charbon en quelques années et que l'éolien et le solaire vont compenser. Un peu comme si le petit moulin qu'ils ont sur la tête pouvait compenser leur absence de cerveau. Je ferai peut-être un jour une vidéo spéciale sur l'impasse des énergies renouvelables, mais je peux déjà vous donner un fait indépassable. On ne peut pas produire toute notre électricité avec de l'éolien et du photovoltaïque, pour des raisons qui tiennent à l'aménagement du territoire, à la nécessaire stabilité du réseau et au caractère non pilotable et intermittent de ces énergies. Vous pouvez tapisser le pays de millions d'éoliennes, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc le monde de Barbara, c'est un monde de pénurie, dans lequel, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, vous ne pouvez plus allumer la lumière chez vous pour une période indéterminée. Le problème étant que notre civilisation est justement basée sur l'utilisation massive d'énergie. Alors on sait que ça ne durera pas indéfiniment, mais de là à faire en sorte que ça arrive plus tôt que prévu, ça me semble pas très malin. Je vous laisse imaginer les conséquences économiques et sociales de 2 semaines sans électricité. C'est pire qu'un an de Covid, surtout si ça arrive en plein hiver. Oh, tiens, devinez ce qu'est venu nous annoncer Barbara ces derniers jours ? Alors, normalement, si on est dans les moyennes de saison, ça devrait aller. Si on a des moments, des grosses vagues de froid, là, il va falloir certainement faire de la régulation. Mais globalement, alors de la régulation, ça veut dire travailler avec les industries pour qu'elles puissent arrêter leur production à certains moments. Ça, c'est des contrats qu'on a avec des entreprises qui le font régulièrement. Des grosses entreprises ? Ah oui, avec des gros producteurs, des grosses entreprises. Et puis après, on peut avoir... quand vraiment à l'extrême, on peut envisager des coupures, mais qui sont des coupures très courtes. Enfin, on n'est pas en Union soviétique, on est en France. On n'est absolument pas en Union soviétique. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'entends le mot blackout, non, faut pas affoler les Français. Il y aura pas de blackout en France. Mais il y aura pas de blackout. Non. Il n'y en aura pas, a priori, si on reste dans le cadre d'un hiver normal. S'il y a des grosses vagues de froid, il peut y en avoir, mais qui seront, encore une fois, circonscrites à certains moments, gérées. Donc, tout ça sera géré, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de blackout en France. C'est quand même étonnant pour un grand pays comme la France de se retrouver dans cette situation-là, de se dire qu'il y a un doute à certains moments si... Oui, voilà. Mais ça a une explication très simple. L'explication très simple, c'est que pendant des années, on n'a pas fait le travail de économie d'énergie, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte de ne pas gaspiller, et notamment dans les logements électriques, on a beaucoup de passoires, et c'est aussi pour ça qu'on fait des gros travaux en ce moment dans le cadre du plan de relance, pour isoler les passoires, pour faire en sorte qu'on perde moins qu'on gaspille moins. Mais ce serait quand même une première enfant. En résumé, il n'y aura pas de coupure, mais il peut quand même y en avoir, à cause de ces maudits Français qui ne font pas l'effort de s'adapter aux conneries du gouvernement. Mais dites-moi, les passoires énergétiques, elles étaient déjà là avant. Et c'est quand même pas la croissance économique fulgurante de cette année qui justifie une demande particulière. Pourtant avant on pouvait fournir, et plus maintenant. Donc il y a bien un problème au niveau de la production et pas de la demande.
Ces andouilles ont fermé Fessenheim en comptant sur les énergies renouvelables pour compenser. Mais comme elles ne tournent pas tout le temps, on est obligé d'utiliser des moyens habituellement en réserve, qui sont ultra polluants, donc on bouffe nos marges de manœuvre. Si en plus on a un hiver froid et des centrales nucléaires à l'arrêt parce qu'il a fallu décaler dès maintenant suite au Covid, eh ben on se retrouve dans la merde. Mais c'est pas du tout parce qu'ils ont mal géré, c'est la faute du nucléaire et des Français. Et la deuxième raison, non, c'est pas la première fois qu'on est obligé de faire de la régulation. Non, mais qu'on serait contraint à peut-être des micro-coupures. Non, encore une fois, ce sont des choses qui sont prévues et qui sont gérées. Mais on a un système électrique qui est trop dépendant d'une seule énergie. Quoi qu'on pense de cette énergie, on est trop dépendant du nucléaire et c'est pour ça qu'il faut qu'on diversifie le mix. Comme ça, quand on a un problème sur une source d'énergie, on peut se tourner vers les autres. Aujourd'hui, on est un peu coincé. Parce qu'il y a un temps de latence, évidemment. Et donc, voilà. Et donc là... je veux rassurer, vous n'aurez pas de blackout et la France dans le noir, comme j'ai pu l'entendre. Ce qui peut être tout ça est très bien géré. De reprogrammer des opérations de maintenance sur des centrales qui ont besoin de ces opérations de maintenance. On ne peut pas repousser non plus à des termes. Mais c'est aussi pour ça qu'on est vigilant sur le mois de février-mars, parce qu'en fait, là, on est en train de repousser un certain nombre d'opérations de maintenance, mais à un moment, il faut les faire, parce que non seulement la sûreté des installations nucléaires, c'est très important, mais en plus, tout simplement, il faut les recharger à un moment en combustible. Et donc, on ne peut pas faire traîner ça trop longtemps. Donc ces gens foutent en l'air les moyens de production sans se soucier de la suite, puis ils accusent les Français de gaspiller. Ils se plaignent de ne pas pouvoir compter sur le nucléaire à cause des maintenances, mais ils vantent les énergies renouvelables, qui sont des moyens de production totalement intermittents et non pilotables. Ah mais j'oubliais, c'est vrai, il paraît qu'elle laisse de belles ruines. 11 octobre. En parlant de fin de civilisation, la ville de Paris a voulu rendre hommage à Arnaud Beltrame, ce gendarme qui avait pris la place d'un otage lors d'une attaque terroriste à Trèbes en 2018. Alors ils ont fait un petit jardin, ils ont posé une plaque, jusque-là tout va bien, sauf qu'à la dernière ligne de la plaque, ils ont indiqué qu'Arnaud Beltrame a été victime de son héroïsme. Donc les morts du Bataclan sont victimes de leurs goûts musicaux, ceux de l'hypercachère sont victimes du consumérisme, Samuel Paty doit être victime des programmes scolaires, et les 3 personnes égorgées dernièrement dans l'église de Nice sont bien sûr victimes du catholicisme. Vous imaginez un peu le niveau de bêtise, de lâcheté et de soumission qu'il faut avoir pour imaginer qu'on puisse être victime de son héroïsme. Si c'était le cas, à quand des lois contre l'héroïsme, ce terrible fléau de nos sociétés ? Alors cette plaque a déclenché une énorme polémique sur les réseaux sociaux, et comme d'habitude, c'est la faute de personne. L'adjointe à la mairie de Paris en charge de la mémoire n'était pas au courant, le maire de l'arrondissement n'avait rien validé, et la direction des affaires culturelles qui a rédigé le texte affirme avoir suivi le souhait de la famille. Sauf que la famille ne se souvient pas d'avoir été consultée et a découvert la plaque comme tout le monde au moment de son inauguration. Alors ils ont changé la plaque en catimini et sont passés à autre chose. Je reviendrai sur l'assassinat de Samuel Paty dans une prochaine vidéo qui est déjà écrite, je pensais l'intégrer dans celle-ci mais c'est beaucoup trop long. Vous allez voir que je fais le lien avec plein de choses, Erdogan, les caricatures, le boycott, la liberté d'expression et les différentes lois qui sont en train de nous faire passer en ce moment. C'est quelque chose, je peux vous dire que le gouvernement n'est pas prêt d'être victime de son héroïsme. 29 octobre. Ils étaient prêts, ils avaient tout prévu pour la seconde vague. Macron s'était même payé le luxe d'aller faire du jet ski et d'aller expliquer aux Libanais comment gérer leur pays. Ils avaient tellement tout prévu que quand la seconde vague est arrivée, ils ont réussi à faire pire qu'à la première. Oui, c'est pas l'objectif, mais je suis pas sûr qu'ils soient au courant. Tout commence par une impression de déjà-vu. Comme en février-mars, ils ont encouragé les Français à sortir, à prendre des vacances en été à la Toussaint, et sitôt la période des vacances terminée, hop hop hop, à la niche. Macron est venu nous expliquer qu'il était temps de faire passer la santé avant l'économie. Pour notre bien, nous n'avons le droit de sortir que pour travailler et acheter des biens de première nécessité. Adieu loisirs et consommation superflue, tout le monde va adopter le mode de vie du youtubeur moyen. Reste encore à savoir ce qu'on appelle des biens de première nécessité. Mais comme ils avaient tout bien préparé à l'avance, ça s'est décidé en catastrophe à la dernière minute. Et c'est à partir de là que ça a un petit peu dégénéré. Macron a annoncé la fermeture des établissements recevant du public, donc tout ce qui est lié à l'événementiel, ainsi que les bars, restaurants, hôtels et discothèques. Les commerces non essentiels, comme les librairies, les salons de coiffure, les magasins de prêt-à-porter, les magasins de jouets, etc., doivent également fermer. Donc en gros, on va niquer les petits commerces et les indépendants. Mais les libraires ont eu tôt fait de remarquer qu'on leur interdisait de vendre des bouquins, qui étaient toujours disponibles en grande surface. Les vendeurs de vêtements et de jouets ont rapidement emboîté le pas, obligeant le gouvernement à interdire aux grandes surfaces de vendre ces produits à leur tour.
Le début du grand bâchage des rayons non essentiels et d'une nouvelle plongée terrible dans la bureaucratie soviétoïde. Les livres sont interdits, mais pas les magazines. Vous pouvez acheter un Thermomix, mais pas un four. Vous pouvez acheter une poêle, mais pas des couverts. Vous pouvez acheter une pierrade, mais pas une table de cuisson. Vous pouvez acheter un pyjama pour votre enfant s'il a 2 ans, mais pas 3. Alors c'est jusqu'à 18 mois. Là, c'est 23 mois. Ça passe pas. De 18 à 23 mois, c'est encore un bébé quand même. Hein? Je trouve que c'est pas logique. Plus tard, le gouvernement a fait passer un décret nous autorisant, dans son infinie générosité, à acheter un sapin pour Noël, tout en précisant qu'il sera interdit d'acheter les boules. À Noël? Oui. Oh, c'est rigolo. Bon, ça suffit. Et la dernière connerie de la semaine, les stations de ski seront ouvertes, mais sans les remontées mécaniques. J'ai pas le temps de faire les vidéos qu'ils ajoutent 10 couches de stupidité sur leurs conneries. Déjà qu'il faut une attestation pour sortir de chez soi, alors qu'il y a des milliers de sans-papiers qui entrent et circulent sur le territoire, et qu'ils n'appliquent aucun contrôle sanitaire aux frontières pour les voyageurs, Castex a décidé qu'on allait contrôler et isoler les Français qui oseraient partir skier à l'étranger. Mais vous fumez, monsieur. Vous pouvez voyager librement pour n'importe quelle autre raison, mais le ski, c'est très dangereux. Oui, Merkel a dit non. Enfin, elle a dit... Nein! Alors voilà quoi, faut obéir. Et les dirigeants français savent obéir aux Allemands, ça y a pas de souci, hein. Reste à savoir comment les douaniers distingueront les skieurs des autres voyageurs sans que ce soit complètement arbitraire. Mais je doute qu'ils aient réfléchi jusque-là avant d'annoncer une connerie pareille. Pourquoi ils interdisent tout ça déjà ? Ah oui, c'est vrai, pour notre santé. Mais pendant qu'ils tentent d'éviter l'affluence dans les magasins en pinaillant sur les produits non essentiels et en essayant d'équilibrer les choses entre les commerces ouverts et fermés jusqu'à tomber dans l'absurde, les gens s'entassent dans les transports, dans les salles de classe ou sur les lieux de travail. La cantine scolaire, oui, la terrasse du bistrot, non. Donc si la théorie c'est de limiter les interactions sociales pour limiter la circulation du virus, y a un petit problème de cohérence. Mais ça, on avait compris que c'était pas leur point fort. Ce truc n'a de confinement que le nom. On a juste parqué les vieux et les chômeurs, et les autres ont le droit d'aller bosser et de fermer leur gueule. Mais on a fait passer la santé avant l'économie. Oui. Alors peut-être que leur objectif n'est pas de stopper l'épidémie, mais seulement de lisser la courbe des hospitalisations pour ne pas surcharger les capacités d'accueil. Dans ce cas, au lieu de tout miser sur la limitation des contaminations qui semble avoir atteint les limites du bon sens, on aurait pu prendre le problème par l'autre bout et essayer d'augmenter ces fameuses capacités d'accueil. Eh bien non, sitôt la première vague passée, ils avaient repris leur politique de fermeture de lits dans les hôpitaux. Alors même que la grippe hivernale suffit à saturer les urgences à l'automne depuis plusieurs années. La saturation des hôpitaux en octobre était donc parfaitement prévisible, ils ont quand même fermé des lits. À force de vouloir gérer l'hôpital en flux tendu, le moindre pic de malades, la moindre épidémie, nous met dans la sauce. Souvent dans les médias, pour masquer la misère, on donne un taux d'occupation des lits en pourcentage. On nous dit il y a 60, 80, 100% des lits sont occupés. Et puis quand on regarde en nominal, c'est tout de suite moins impressionnant. On découvre par exemple qu'il y a 15 lits de réanimation pour 150 000 habitants dans le Cantal. Ça relativise vachement la saturation des hôpitaux. Alors après avoir fermé des lits à tour de bras ces dernières années pour faire des économies, Macron nous annonce en grand seigneur qu'il va en ouvrir de nouveaux en urgence pour répondre à la situation parce qu'on est dans la merde et qu'on n'a rien prévu. Le problème étant que ça prend une dizaine d'années pour former un réanimateur et que les soignants qui s'étaient portés volontaires lors de la première vague pour renforcer les effectifs n'ont aucune envie de retourner dans ce merdier en échange d'applaudissements hypocrites et de promesses de primes pas toujours versées. Alors on ressort les étudiants des facs, c'est le moment d'aller faire des stages en unité Covid, payés 50 € par semaine, pour faire le travail d'un aide-soignant qualifié à temps plein. Et s'ils refusent, on les menace de ne pas valider le stage, et donc de ne pas valider le diplôme. Pour d'autres étudiants en master, les stages s'accompagnent d'1 ou 2 semaines de réquisition supplémentaire, là aussi payés 1,50 € de l'heure, sans heures sup et sans prime. Alors forcément, ça devient compliqué de trouver du personnel qualifié. Un infirmier m'a envoyé son témoignage sur Discord. Là où je travaille en réanimation, nous avons doublé la capacité des lits sans doubler le personnel. L'hôpital étant passé en plan blanc, nous sommes réquisitionnés, travaillant parfois 4 jours d'affilée en 12h30, et si nous refusons, les gendarmes sont envoyés. Les intérimaires refusent de venir, n'ayant pas reçu la prime Covid.
Le CHU de Montpellier lui propose de venir aider, mais en tant que bénévole. Dernière information, les externes de la PHP n'ont pas été payés pour les renforts Covid en remplacement d'infirmiers et refusent de revenir car ils se sont fait enculer une fois, pas deux. En effet, la PHP avait eu la gentillesse de promettre aux étudiants une rémunération de 12 € de l'heure, puisqu'ils allaient occuper un vrai poste à l'hôpital et non faire un stage d'apprentissage. Mais après plusieurs mois à attendre et réclamer leur paye, on leur a expliqué qu'ils n'avaient le droit à rien du tout, puisqu'ils n'avaient pas signé de contrat. Et malgré tout ce bon travail gratuit, la Commission européenne est venue chialer sur les hausses de salaire consenties pendant l'été pour le personnel des hôpitaux. La même commission qui a gaspillé 70 millions d'euros pour acheter 33 000 doses de Remdesivir, dont on savait déjà qu'il était inutile ou dangereux pour soigner le Covid-19. Le Remdesivir est pourtant devenu le seul médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour soigner les formes graves du Covid. Et la Commission a embrayé sur un contrat cadre de 500 000 doses pour fournir 36 pays. Le coût de ce truc est estimé à 1 milliard d'euros. Quelques semaines plus tard, l'OMS déconseillait le Remdesivir dans le traitement des malades du Covid-19 hospitalisés. À la boulette. Les gens vont bien finir par comprendre que l'Union Européenne ne sert qu'à nous casser les couilles et à gaspiller notre argent. S'il vous faut plus d'arguments, je vous renvoie à cette vidéo. Bref, comme d'habitude, on constate un gap énorme entre ce que nous dit le gouvernement et ce qu'il fait réellement. Qu'ils aient été pris au dépourvu la première fois, ça peut se comprendre, mais qu'ils aient rien prévu en cas de reprise de l'épidémie et qu'ils aient même sabordé des capacités existantes, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Comment voulez-vous que les gens ne deviennent pas complotistes après ça ? Vous pouvez reprendre toutes mes précédentes vidéos, les problèmes, les lacunes, les bizarreries du premier confinement, on les retrouve au second, parfois en pire. Heureusement, Castex a trouvé la solution qui va tout résoudre. Donc nous avons parlé avec l'ensemble des personnels soignants, des mesures qu'ils prennent pour faire face à tout ça, mais bien entendu, une nouvelle fois, nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Voilà. Comme pour l'électricité, les Français sont chargés par le gouvernement de compenser les conneries du gouvernement. Eux, ils ferment des centrales pour sauver la planète. Ils ferment des lits pour faire des économies. Ils ont fait leur travail. Mais les Français, ils font pas l'effort. Ils continuent à vouloir utiliser de l'électricité. Ils continuent à vouloir tomber malades. En pleine épidémie, en plus. Est-ce bien raisonnable, hein ? Il serait temps de grandir. Je crois qu'on a souffert au cours de cette crise d'un défaut d'acculturation scientifique de la population française. Il s'agirait de grandir. Après une aventure bureaucratique incroyablement épique, comparable à la quête du laissez-passer A38 dans les 12 travaux d'Astérix, je peux enfin vendre des bouquins sur ma boutique. C'était pourtant pas le bout du monde, hein. Alors vous retrouverez La Fabrique du consommateur et Propaganda que je vous avais conseillé dans la précédente vidéo, et ce mois-ci on continue d'apprendre à trier le flot de merde qui nous tombe quotidiennement sur la tête et qu'on appelle des informations. Les précédents livres concernaient surtout la publicité et la société de consommation. Cette fois on s'intéresse aux médias et à l'actualité. Pour ça, 2 livres essentiels. La Fabrique du consentement de Noam Chomsky et Édouard Herman, qui décrit le système de propagande en milieu démocratique. Comment l'influence des propriétaires, de la publicité ou encore du conformisme va uniformiser l'information et les opinions dans les médias de masse sans qu'il y ait besoin de coercition ou d'un État autoritaire qui impose une ligne. Le bouquin donne une suite de clés de compréhension pour mieux trier et comprendre les actualités, puis il donne des exemples appliqués de ce système de propagande. Comme les exemples commencent à dater et sont américains, je vous conseille de compléter avec la lecture de L'opinion ça se travaille, les médias et les guerres justes, écrit par un collectif de journalistes du Monde Diplo et d'Acrimed. Il passe en revue le traitement médiatique de la guerre au Kosovo, en Irak en 2003, puis en Libye avec BHL, pour montrer comment les médias fabriquent le consentement des populations à la guerre. Alors vous retrouverez les grandes lignes de la recette de Chomsky, appliquée à la France, et une fois que vous avez compris comment ça marche, vous remarquerez des similitudes avec les guerres suivantes, en Syrie, en Ukraine, et demain peut-être en Biélorussie. En somme, si vous faites tout ce que je vous dis, vous deviendrez une personne moins manipulable. Pour aller plus loin, ou pour ceux qui n'ont pas trop le temps de lire,
je vous propose 2 petits livres en complément. Sur la télévision de Pierre Bourdieu, qui est un classique, et la propagande du quotidien d'Éric Hazan, qui traite de la propagande, mais de manière beaucoup plus opérationnelle par la manipulation du langage. Après ça, vous regarderez plus les chaînes d'infos en continu de la même façon. Mais enfin, ça va pas! En passant sur la boutique, vous remarquerez qu'elle s'est un peu étoffée ces derniers temps. Mon projet de mettre en avant des artisans et des productions locales commence à prendre forme. C'est du boulot, mais c'est plus intéressant que de faire de la promo pour des jeux mobiles aux mécaniques suspectes. Dans les nouveautés, vous trouverez des porte-cartes, porte-clés, ceintures et bracelets en cuir réalisés par un artisan maroquinier qui s'est lancé récemment. Les bracelets et ceintures sont ultra personnalisables. Couleur du cuir, couleur des coutures, type de boucle, taille, vous pouvez tout choisir. Il y a aussi divers produits d'un menuisier, notamment une lampe et un chargeur à induction, qui sont entièrement conçus et fabriqués par lui. C'est justement avec ce menuisier que j'ai développé un projet de coque de téléphone en bois. Je vous passe les galères, on va aller directement au résultat. Plus de 80 modèles de téléphones disponibles, 15 motifs différents, la plupart déclinés en 3 essences, érable, chêne et noyer. Pour les iPhones et quelques Samsung, vous avez même un deuxième style de coque disponible, en cerisier, padouk et noyer. Seul parent pauvre du lancement, la marque Xiaomi. Il n'y a qu'un seul modèle. Faut que je trouve un autre fournisseur, c'est un peu galère, donc ce sera pour plus tard. Au niveau des motifs, il y en a pour tous les goûts. Du classique, avec des motifs feuilles, mandala, etc. Perso, j'aime beaucoup le motif cube, qui a un aspect et un toucher qui est vraiment agréable. À savoir que vous pouvez aussi graver la plupart de ces motifs sur le chargeur à induction. On a aussi fait 2 motifs de marqueterie, la Sainte Guillotine en 3 essences de bois, et puis le hibou suspicieux dans son tronc d'arbre. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, avec nos billets en francs gravés. Alors au début on a essayé de graver des scans vectorisés de billets, et c'était tout pourri. Quel que soit le temps passé sur le fichier, le rendu était vraiment pas bon. Du coup on a abandonné. Voilà. Non, je déconne. Comme je suis extrêmement têtu, on a fait appel à un dessinateur de talent qui a reproduit le billet à la main pour un rendu parfait. Et le rendu est parfait. Donc ça c'est les billets de 500 francs Victor Hugo. Et puis on a fait un deuxième modèle avec le 100 francs Delacroix. Que ce soit en érable, en noyer ou en cerisier, vous allez plus souvent regarder l'arrière de votre téléphone que l'écran. C'est des œuvres d'art les trucs. Quand vous allez changer de téléphone, je peux vous dire que vous allez garder la coque pour l'afficher quelque part. Bon, il y a le trou là, mais c'est pas grave. En parlant de ça, pensez à la position des trous sur vos téléphones pour les appareils photo ou les lecteurs d'empreintes. Parce qu'on a plus de 3000 variations possibles, donc on n'a pas pu prendre une photo pour chaque variation. Ce qui veut dire que c'est la même photo pour tous les modèles. Ça pose aucun problème pour tous les autres motifs, ni pour la guillotine et le hibou, ça on s'est débrouillé de notre côté. Mais pour les billets, ça tombe un peu comme ça tombe. On va centrer le motif du mieux possible sur la coque, mais s'il y a un trou, il y a un trou. Donc ça c'est à vous de voir, on a préféré vous laisser choisir plutôt que de faire un tri. Après, rassurez-vous, si le résultat correspond pas à vos attentes, si le fil du bois vous va pas, ou pour n'importe quelle autre raison, vous pouvez nous renvoyer la coque. Vous me contactez par mail et on s'arrange en fonction de votre situation. Nous on s'est cassé le coco pour avoir le meilleur rendu possible, on veut que tout le monde soit content. Dernier détail qui a son importance, comme les coques sont fabriquées à la commande, on s'est fixé un délai de production de 7 jours qui est à ajouter au délai de livraison classique. Et pour les mêmes raisons, ce délai de production s'applique aussi aux produits de maroquinerie, aux lampes et aux chargeurs. Évidemment, pour Noël, on va faire en sorte de livrer tout le monde à temps, mais évitez de vous y prendre à la dernière minute. Je pense que si vous commandez avant le 20 décembre, il n'y aura pas de souci. Au-delà, je garantis pas que le cadeau sera sous le sapin en temps voulu. Donc le mieux, c'est de commander tout de suite. Le lien de la boutique est en description. Voilà, je pense que vous avez toutes les infos. Après, j'ai aussi une page Tipeee pour ceux qui voudraient simplement soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.